Bonsoir à tous, je me présente, Sophie Valario, je suis déléguée médicale pour les médicaments du docteur Reykjavik pour la Suisse romande. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée en webinaire qui sera animée par le docteur Jean-Yves Henry. Jean-Yves Henry, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, il est médecin homéopathe, naturopathe certifié en Suisse, spécialisé en homéopathie et médecine complémentaire. Il dispose de plus de 45 ans d'expérience en médecine complémentaire et il enseigne depuis de nombreuses années dans ce même domaine. Le thème de ce soir est très adapté à la saison puisque l'été a laissé place à l'automne, mais aussi aux premiers virus et à des défenses immunitaires faibles. Ce soir, nous allons parler du thème immunité et maladies infectieuses. Si vous avez des questions qui surviennent durant la conférence, vous pouvez les poser grâce à l'outil questions-réponses. Nous y répondrons soit par écrit ou soit Jean-Yves Henry y répondra à la fin de sa conférence. Alors j'ai grand plaisir maintenant à laisser la place à Dr Jean-Yves Henry. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Merci infiniment. Bonjour à tous. Alors, donc, Monsieur Rebaud m'a demandé de vous présenter un petit panel des remèdes complexes Reykjavik pour vous expliquer comment je les utilise en situation infectieuse. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir, si vous voulez bien. Voilà, donc ce PowerPoint va vous parler de l'immunité et des maladies infectieuses. Donc, on va essayer de travailler à réfléchir sur le sujet et donc on va en particulier essayer de bien comprendre la place que peut prendre l'homéopathie dans ce type de situation, et son intérêt et ses limites, et puis surtout l'utilité des complexes dans cette situation-là. Alors, ça va se faire bien sûr en identifiant les points faibles des régulations organiques de chaque patient, en sachant que le patient, il faudra le voir à la fois dans le temps et dans l'espace. Je vais vous expliquer comment je travaille à ce niveau-là. Et puis, comment nous allons développer une stratégie thérapeutique sur 3 axes. Le premier, qui est un axe de prévention, comment on va renforcer les équilibres du système métabolique et immunitaire. Ensuite, les médicaments du début du syndrome infectieux, en fonction de l'agent en cause, et puis le traitement des séquelles, bien sûr, parce qu'on en voit de plus en plus. Voilà. Alors, principe de l'homéopathie, alors Hahnemann était contemporain de la Révolution française et de Napoléon Ier. Il a codifié une méthode physiologique de thérapie spécifique par l'expérimentation et l'utilisation de micro-informations, et en particulier de micro-informations de substances toxiques choisies selon leur capacité d'agir sur certaines régulations biologiques corporelles qui correspondent à un tableau de symptômes, ce qu'on appelle une pathogénésie en homéopathie. Autrement dit, on va expérimenter le remède chez un sujet sain et on va découvrir qu'il y a un principe de symétrie et ce remède va être capable de gommer ces mêmes symptômes chez un sujet malade qui les présente. Donc, c'est une thérapeutique, l'homéopathie, qui est physiologique, qui est élégante, qui est très efficace. Ça fait quand même maintenant 200 ans que nous avons le recul de la technique homéopathique et qu'il y a des dizaines de milliers de médecins homéopathes à travers le monde qui s'en servent quotidiennement, et si ça ne marchait pas, ils feraient autre chose. Mais néanmoins, cette thérapeutique, elle est difficile à mettre en œuvre car elle nécessite un relevé complexe des symptômes personnels de chaque patient et une connaissance approfondie de la plupart des 2000 remèdes de la matière médicale homéopathique, qui est une gigantesque base de données des effets des substances à la fois minérales, animales et végétales. Or, basée sur le choix judicieux des symptômes du patient, l'homéopathie de Hahnemann peut-elle avoir une action préventive? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, évidemment, il existe bien sûr plusieurs modes historiques d'utilisation de la méthode homéopathique. Et c'est curieux, mais ces modes historiques se sont calqués sur des problématiques linguistiques. Donc, les unicistes, les gens qui utilisent un remède unique en très haute dilution, c'est essentiellement des anglophones, donc des Anglais, des Américains, des Indiens. Les gens qui utilisent plutôt des complexes en basse dilution,
Ce sont des germanophones, surtout, hein, déjà au 19e siècle, et maintenant, les grands laboratoires complexistes, ils sont en Allemagne. Et puis, les francophones, malheureusement, ils ont un peu bidouillé, et donc ils utilisent des moyens de dilution, un petit nombre d'ormètres qui passent en séquence, et avec des résultats qui peuvent être intéressants dans le cas de pathologies fonctionnelles. Mais enfin, c'est, je dirais, la méthode qui est la moins codifiée. Alors, évidemment, l'homéopathie complexiste, sur laquelle nous allons discuter aujourd'hui, s'appuie sur un accord de substances biologiques dynamisées. C'est-à-dire qu'on les a mis ensemble. Pourquoi? Eh bien, on les a mis ensemble pour couvrir un éventail plus large de symptômes et puis pour se renforcer les uns les autres. On va voir ce que ça peut donner. Alors, en effet, le problème, c'est que sans symptômes précis, eh bien, il est illusoire de choisir un remède particulier. Donc, l'homéopathie, stricto sensu, n'est donc pas une médecine, n'est donc pas une méthode médicale préventive. Donc, j'ai beaucoup de patients qui m'envoient des mails, qui me téléphonent et qui me disent « préparez-moi à l'épidémie actuelle ». Et malheureusement, si je ne les connais pas, je ne peux pas optimiser leur fonction métabolique et immunitaire, et donc l'homéopathie ne pourra pas s'appliquer. Par contre, on peut espérer renforcer votre immunité avec certains éléments de micronutrition, la vitamine C et la vitamine D, le cuivre, le zinc, le magnésium, etc., tout comme par l'organothérapie, qui va relancer les cellules souches des organes qui sont faiblards. Donc l'homéopathie complexiste, elle a une place à part dans l'histoire de l'homéopathie et dans sa pratique. Elle a été conçue dès le 19e siècle, dès le vivant d'Hahnemann d'ailleurs, comme l'association de remèdes visant à couvrir une situation clinique particulière sans se perdre dans les difficultés de la répertorisation uniciste. C'est-à-dire, on ne va pas passer des heures à interroger le patient pour savoir si ça le chatouille ou si ça le gratouille, mais on va mettre dans le même flacon un certain nombre de remèdes qui vont couvrir la situation physiologique, et en général, il y en a toujours un qui correspond parfaitement bien, et donc le remède va bien marcher. Donc, si l'on souhaite renforcer l'immunité du patient avec l'homéopathie, il va bien sûr falloir quand même étudier quelles sont ces différentes fragilités. Donc, on va rester quand même extrêmement spécifique dans notre intervention en dehors d'une pathologie bien nette. Donc, il est possible d'améliorer la fragilité de nos régulations internes par l'homéopathie. L'utilisation de remèdes complexes, association synergique de remèdes homéopathiques, de vitamines, de nosodes et de sarcodes, simplifie et élargit la pratique de cette remarquable méthode de régulation à la posologie simple. En moyenne, on donne 10 gouttes 3 fois par jour, et surtout sans effet secondaire notable. Alors là, je vous ai mis un joli thermostat. En fait, l'organisme humain est un système qui est entièrement thermostaté. On a des thermostats qui règlent la glycémie, la température, l'humeur, etc. Tous nos organes sont complètement thermostatés. Et évidemment, on va pouvoir agir sur les défaillances de ces thermostats. Voilà. Personnellement, j'en profite pour vous dire que pour ceux qui veulent approfondir la méthode, j'interviens à la faculté romande d'homéopathie, qui vous accueille d'ailleurs sur son site et sur sa page Facebook. Alors, comment mettre en évidence les fragilités des régulations du patient? Alors, on va le faire sur 2 axes. D'abord, dans le temps. Et Reykjavik, un des frères Reykjavik, Heinrich, a résumé le type de fragilité actuelle dans laquelle votre patient évolue. Alors, c'est-à-dire qu'il a repris la notion d'Hahnemann, de psore, de psychose et de l'ES. La psore étant l'ensemble des maladies qui se manifestent par des rougeurs cutanées, la psychose étant l'ensemble des maladies qui se manifestent par des hypertrophies cutanées, les kystes, les verrues, etc. Et la leuèse étant l'ensemble des maladies qui se manifestent par des fissures et des ulcérations. Et donc, il a sophistiqué cette vision hahnemannienne en 6 phases, en expliquant qu'en fait, au cours de notre vie,
on aura un parcours pathologique qui évoluera plus ou moins vite selon différents paliers. Autrement dit, on n'aura jamais dans notre vie que 6 maladies différentes. Alors, les maladies de l'enfance sont surtout des maladies de phase 1, hein, c'est-à-dire les symptômes sont humides, donc réversibles. C'est des pathologies de stagnation et d'inflammation aiguë qui vont être caractérisées par des glaires, c'est-à-dire du mucus, des écoulements, etc., et de la fièvre. Là-dedans, on va avoir les phénomènes en particulier de rhinite, d'angine, de bronchite, d'otite, etc. Les maladies de phase 3 apparaissent en principe à partir de l'âge de 3-4 ans, hein, les allergies, et puis les maladies de surcharge qui vont se développer souvent dans la période de petite enfance, mais plutôt d'adolescence et de l'adulte jeune. On va voir apparaître des diabètes, du surpoids, de l'hypothyroïdie. Un petit peu plus tard, on va avoir des maladies de phase 4, c'est-à-dire que les tissus vont devenir secs par décrochage hormonal et on aura mise en évidence d'une acidose locale sur sécheresse tissulaire. Il y aura des lithiases, des intolérances alimentaires qui sont non pas des allergies mais des fragilités de la muqueuse intestinale en face de certains aliments, des douleurs, surtout tendinomusculaires, de la fatigue, de l'irritabilité. Et là, on voit apparaître déjà des fissures et des ulcérations dans les cas les plus prononcés. Et puis enfin, des maladies qui vont vous entraîner dans des galères, ce qu'on appelle la colère de Dieu, qui sont les maladies auto-immunes ou les cancers, hein, qui sont des maladies inflammatoires chroniques froides et qui vont nécessiter des traitements et un suivi beaucoup plus compliqué. Alors voilà un petit résumé du tableau des phases de Reykjavik avec ces phases humorales qui correspondent donc à l'absor avec les problèmes de stagnation d'inflammation, donc de glaire et de fièvre, les phases matricielles avec ce qu'on appelle en homéopathie la psychose humide, hein, les phases de déposition, et la psychose sèche avec acidose localisée, et puis les phases cellulaires où là vraiment les tissus sont lésés et on a l'ensemble des maladies auto-immunes et des cancers. Voilà. Alors, dans l'espace, donc ça c'était le patient dans le temps, dans son évolution temporelle. Évidemment, on ne va pas du tout traiter de la même façon un patient qui est en phase 1, 2 ou 3 qu'un patient qui est en phase 4, 5 ou 6. Les fragilités ne sont pas les mêmes, les sensibilités ne sont pas les mêmes, donc on va avoir besoin d'utiliser des remèdes différents. Pareil pour les tissus, ce n'est pas toujours les mêmes tissus qui vont s'exprimer et le corps humain contient plus de 200 tissus différents que l'on va regrouper, d'ailleurs, comme le dit la médecine chinoise, dans 5 grands types de synergie organique, hein, qui sont liés au feuillet de développement embryonnaire, hein, l'ectoderme avec les organes de protection, le poumon, le gros intestin, la peau, l'ORL, l'endoderme avec les organes métaboliques, hein, le foie, la vésicule biliaire, et puis, bien sûr, comme le foie gère l'acide lactique, on va avoir une riche symptomatologie tendinomusculaire, au niveau en particulier des phénomènes d'intolérance alimentaire. Le mésoderme lymphoïde, avec la rate pancréas, l'estomac et tout le système digestif, hein, tous les abords digestifs, mais également le sein, qui est un grand organe lymphoïde, et puis également, bien sûr, le cortex, puisque vous savez que les phospholipides sont la structure de nos neurones. Le mésoderme vasculaire, le cœur, les vaisseaux, et puis la thyroïde, évidemment. Et l'intestin grêle qui, lui, va avoir un rôle justement dans la fabrication des lipides qui tapissent nos vaisseaux et qui aura un rôle, l'intestin grêle a un rôle régulateur en particulier au niveau du rythme cardiaque. Donc, ça sera très intéressant de s'en rappeler à l'occasion. Et puis, le mésoderme conjonctif, c'est-à-dire les tissus de soutien, qui sont contrôlés essentiellement par le rein, qui laisse ou au contraire va garder les sels minéraux qui constituent l'ensemble de la structure osseuse, cartilagineuse et puis des fascias. Et bien sûr également des organes reproductifs, l'utérus ou la prostate, avec une adaptation au stress, une hormone absolument capitale qui est la surrénale avec ces 2 hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol.
Voilà. Donc là aussi, la première question qu'on devait se poser, c'était dans quelle phase est mon patient, dans quelle phase il évolue. Et la deuxième question qu'on va se poser, quel est le niveau organique de dysfonction à laquelle on va s'intéresser. Voilà, en se rappelant quand même qu'il y a des organes qui ont des rôles très particuliers, ça les naturopathes le savent bien, hein, c'est les émonctoires. Alors, petit rappel sur les émonctoires, les toxines liquides sont éliminées par le rein, les toxines grasses sont éliminées par le foie, qui est le grand filtre des graisses, les toxines gazeuses par le poumon, les toxines fibreuses par les organes digestifs. Et la peau est un émonctoire accessoire, et quand la peau parle, c'est qu'un des 4 émonctoires principaux fonctionne mal. Voilà, donc ça, c'est des questions toutes bêtes, qui sont des questions de base, mais qu'on doit se poser devant chaque patient. Car si les processus d'échange et d'alimentation tissulaire sont perturbés, l'organisme est fragilisé. On peut utiliser, si on veut être plus précis, la biologie fonctionnelle, hein, comme par exemple le BNS, hein, si le cas est défectif ou brouillé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un cas défectif? C'est les gens qui n'ont pas de symptômes. Ils viennent, ils vous disent « je suis fatigué », le bilan biologique normal ne dit rien, et puis on ne sait pas. Voilà, donc là, on va utiliser des techniques de biologie fonctionnelle, ou au contraire des cas brouillés, des gens qui ont 400 maladies qui se télescopent, plus tout un tas de traitements lourds. Et là, on ne sait pas trop où commencer. Et là aussi, la biologie fonctionnelle va nous permettre de faire le tri et de dire quelles sont les choses qui sont les plus intéressantes par lesquelles on va commencer, les fragilités majeures. Voilà. Bien sûr, un minimum de réflexion et d'effort seront nécessaires pour améliorer votre mode de vie qui peut s'avérer nécessaire. Alors là, je vous ai mis une petite photo rigolote. Hein. Quels sont ceux qui préfèrent les comprimés et la chirurgie, ou qui est capable de changer son mode de vie? Évidemment, c'est beaucoup plus facile, par exemple, quand on sait qu'on a du cholestérol, de prendre un antilipémiant plutôt que de se poser des questions fondamentales sur la cause de cette augmentation. Voilà, et l'implication que ça peut avoir. Voilà, donc là, il y a un dialogue entre le praticien et le patient, et il faut mettre des fois le doigt sur un certain nombre d'erreurs de mode de vie et de fausses croyances en plus. Il y en a beaucoup actuellement dans le monde médical en particulier. Suivante. Voilà, alors les maladies infectieuses, il y en a plein. Il y en a plein. L'être humain se développe à travers 2 types de prédateurs, hein. Les macro-prédateurs, alors autrefois c'était le lion, le roc, le mammouth, etc. Bon, on a éliminé les macro-prédateurs, maintenant nos macro-prédateurs c'est l'homme lui-même, hein. Et puis surtout une foule de micro-prédateurs qui sont les bactéries, les virus, les parasites, les mycoses. Et tout ça va se développer dans un contexte de pandémie plus ou moins larvée, réelle ou pas, de maladies infantiles qui vont structurer notre système immunitaire, de maladies sexuellement transmissibles, de zoonoses, c'est-à-dire de maladies animales qui sont transmises à l'homme, et enfin de maladies émergentes. Pourquoi ? Bien parce qu'on a progressivement pénétré dans la forêt et on a dérangé des équilibres microbiens, viraux, etc., qui étaient relativement équilibrés. Et puis, on apparaît vis-à-vis de ces agents infectants comme des sujets naïfs, c'est le terme qu'emploient les immunologues, hein, c'est-à-dire de gens qui n'ont jamais été en contact avec l'agent infectieux. Et donc, le sujet naïf va être la première victime, évidemment. Donc, plus on sera nombreux, plus on va pousser les limites de la planète, et plus il y aura de maladies émergentes. Suivante. Alors, détoxifier et renforcer les défenses immunitaires en commençant par les organes de protection et de défense. Alors, on a un certain nombre de complexes qui sont très intéressants, en particulier pour tout ce qui est les organes de la défense, du glacis immunitaire. Les bronches, les poumons, le larynx. Alors, vous avez rhinopulsant, qui est un complexe du cathare des voies respiratoires. Il y a énormément de gens qui ont des déviations de la cloison,
qui ont une hypersensibilité des muqueuses respiratoires, qui en bénéficieront. Et puis, il y a le R93 qui est très intéressant, en particulier dans les phases sèches. C'est les organes du système réticulo-endothélial, avec la rate, les ganglions lymphatiques, etc. Et dans les phases sèches, en particulier, c'est très intéressant parce que ça va vraiment booster le système immunitaire. Et moi, personnellement, je l'utilise comme rajeunissant. Le R93. Alors, après la peau, évidemment, alors, il y a deux grandes pathologies de la peau qui sont d'ailleurs amusantes parce qu'elles sont opposées, c'est-à-dire elles sont à peu près au même endroit, mais l'une à l'interne, dans les plis internes, l'autre dans les plis externes. Il y en a une qui est humide, l'eczéma, l'autre qui est sèche, le psoriasis, mais toutes les deux sont bilatérales, c'est-à-dire elles touchent les deux parties du corps à peu près à égalité. L'eczéma, c'est une pathologie du rein, c'est le rein qui n'arrive pas à éliminer des toxines liquides, donc il va falloir traiter le rein. Et puis, pour le psoriasis, c'est une pathologie du foie, et donc c'est un vide de sang du foie, donc il faudra traiter le foie. Là aussi, on a des complexes pour le foie. Voilà. Et là, vous avez déjà des complexes symptomatiques qui vont améliorer le vécu de l'éruption par les patients, ce qui est toujours très intéressant. Le gros intestin, alors vous savez que le gros intestin, c'est un organe fondamental dans l'immunité puisque c'est à partir des muqueuses intestinales que c'est notre radar immunitaire dans nos muqueuses intestinales. C'est à travers là qu'on va vraiment stimuler en permanence notre système immunitaire par la présentation d'antigènes sans cesse renouvelés. Alors, vous avez une pathologie qui est extrêmement fréquente actuellement, c'est la constipation, et en particulier la constipation sèche. Pourquoi ? Parce que les gens ne boivent pas assez, surtout ils ont une alimentation qui est beaucoup trop sèche, beaucoup trop sucrée, souvent assez grasse et beaucoup trop sèche, très salée. Et donc, on trouve ces dames qui se trouvent avec des constipations chroniques, souvent extrêmement maltraitées, d'autant plus d'ailleurs sèches que il y a des phénomènes qui les aggravent en termes hormonaux. Souvent, après la ménopause, on voit apparaître une sécheresse des tissus et une constipation qui va s'aggraver. Voilà. Alors, là-dedans, vous avez un complexe qui est très intéressant, le R37, parce qu'il contient à peu près tous les remèdes de la sécheresse, Alumina, Bryonia, Lycopodium. Ensuite, vous avez les remèdes des spasmes, comme Nux vomica, qui est un remède d'antipéristaltisme, et puis Plombum, qui est un remède de phénomène d'alternance diarrhée-constipation avec une atonie, en particulier de la motricité intestinale. Et ce sont des remèdes, c'est un remède qui est très efficace, bien sûr avec une diététique adaptée, qui va viser à boire un peu plus et puis à avoir des aliments fibreux comme bien sûr les poireaux, les salades, etc., que malheureusement, on consomme, le chou, qu'on ne consomme plus assez. Suivante. Alors, le grand remède que personnellement je mettrais en tête pour les traitements digestifs et métaboliques, c'est Epagalène, le R7, qui est le grand remède de la surcharge hépatique et des pathologies des voies biliaires. Et ça, on peut l'utiliser dans toutes les phases. Ce sont des grands remèdes du vide de sang du foie, comme Cardus, Marianus, Chélidomium, qui facilite l'écoulement de la bile, Lycopodium, qui est un remède, grand remède en particulier du pso et du sang du foie, Nux vomica, grand remède d'intoxication, China, grand remède également du tendinomusculaire et des phénomènes d'anémie chronique chez les femmes. Donc, Epagalène, énorme remède qui d'ailleurs s'associera très bien avec le R37 dans les cas de constipation. Le R12, lui, c'est un grand remède de la stéatose hépatique, du foie gras, et en particulier des gens qui ont des surpoids souvent pas très importants, mais qui se retrouvent avec une stéatose hépatique et avec un cholestérol qui augmente. Voilà. Et c'est vraiment un grand remède de prévention de la stéatose hépatique
et avec son corollaire qui va quand même être la tendance à développer une athéromatose, c'est-à-dire des troubles circulatoires ennuyeux au niveau des carotides, des jambes, et également d'ailleurs des phénomènes d'érection chez l'homme. C'est les patients qui viennent et qui me disent « Je suis ennuyé, docteur, et il y a de la génuflexion pendant le service ». Alors, dedans, vous voyez… Alors, moi, je m'en sers beaucoup à partir d'un certain âge. Alors, il faut savoir que c'est extrêmement fréquent. Hein. La stéatose hépatique, c'est à peu près 30% des Suisses. Alors, certains veulent faire croire que ça serait à cause de la dôle blanche et de la fondue moitié-moitié. Moi, je ne crois pas à ça. Vous avez des remèdes très intéressants, comme par exemple Baritamur, hein, qui est un grand remède de sclérose vasculaire et hépatique. Voilà, kalium-iodatum, phosphore, qui est un grand remède également d'intoxication hépatique. Alors, au niveau de l'intestin grêle, à partir de la phase 4, on voit se développer des intolérances alimentaires, d'ailleurs, qui vont faire le lit des auto-immunités. Ces intolérances alimentaires, il faut les explorer. Donc, il y a des bilans, il y a des tests sanguins d'intolérance alimentaire qui sont très intéressants. Essentiellement, ce n'est pas la peine de demander 500 aliments. Hein. Il y en a essentiellement 4-5 qui sont à peu près toujours mis en cause. Le lait de vache, le gluten, les fruits à coque, le blanc d'œuf. Hein, c'est toujours à peu près ceux-là qui viennent en avant. Des fois, c'est aussi les fruits exotiques ou les fabacées, mais c'est déjà plus rare. Voilà. Et donc, l'éviction ciblée va faire disparaître l'inflammation digestive, va améliorer la fatigue, le moral, les symptômes tendinomusculaires, les symptômes cutanés, etc. Donc, si vous n'arrivez à rien avec un patient, pensez, posez-vous la question, s'il y a une sécheresse cutanée, s'il y a des démangeaisons, s'il y a une dyspepsie, pensez à chercher une intolérance alimentaire. Un patient en intolérance alimentaire est un patient qui a une immunité fragile et qui va vous faire des pépins. Suivant. Voilà, donc après, vous avez les remèdes de l'engorgement lymphoïde. Alors, très, très intéressant, en particulier avec fumaria, myosotis, crofularia. Tout ça, c'est des remèdes qu'on va utiliser, en particulier quand il y a un surpoids et quand le patient a des phénomènes d'engorgement lymphatique et même, on peut dire, un surpoids en général. À partir de 10 kg, vous pouvez considérer qu'il est sur le terrain, en effet, de l'engorgement lymphoïde et de l'hépatopathie, hein, donc des phénomènes de foie gras. Alors, derrière cette relance de lymphe et du système réticulo-endothélial, il faudra se poser la question d'une hérédité diabétique. Hein. Il faudra revoir le régime alimentaire, évidemment, surtout au niveau des sucres rapides. Et on pourra utiliser le diaglucon, hein, qui est très intéressant, qui est un remède de diabète gras, c'est-à-dire de diabète de type 2, avec une diététique adaptée. Très souvent, on peut limiter considérablement les médicaments classiques et avec une diététique adaptée, on peut ramener le patient à un poids quasiment normal. Voilà. Alors, au contraire, du R40, qui est plutôt un traitement des gens enrobés, il y a le R31, qui est un anti-anémique, qui est très intéressant chez les femmes jeunes, qui sont souvent des déficientes hépatiques et qui ont des troubles des règles, souvent des règles trop longues, des règles trop rapprochées, hein, et qui se retrouvent avec des phénomènes émotionnels mal gérés, et puis une fatigabilité, des manifestations tendinomusculaires, en particulier au niveau de la nuque, des cervicales, etc. Et là, on va retrouver Ferrum Phosh, China, vraiment des remèdes très intéressants. Et d'autant plus que ces gens-là, ces femmes-là sont souvent végétariennes, ou en tout cas, elles ont horreur de la viande rouge, hein, qui est quand même un des apports en fer quantitativement le plus intéressant. Voilà. Donc là, je mets contre AMA et toujours avec les R7 pour tonifier le foie étant le réservoir du sang. Donc souvent, il y a un apport, il y a des pertes importantes,
il y a un apport qui est insuffisant, mais il y a aussi un foie qui n'est pas en très bon état. Et c'est des femmes qui ont des traitements ferriques abondants et qui ne tiennent pas. Il n'y a rien qui tient parce que justement, on a oublié de traiter le foie. Évidemment, donc les Chinois disent que c'est le sang qui calme le vent. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a une tendance anémique ou qui a un foie en mauvais état va avoir du mal à gérer ses émotions et ses colères. Voilà. Et donc, en fait, quelqu'un qui ne gère pas ses émotions et ses colères va s'épuiser nerveusement. Ça aura une répercussion hormonale et ça aura forcément une répercussion immunitaire. Et là, vous avez deux remèdes complexes qui sont très intéressants. Un qui est surtout utilisé pour la fatigue et la dépression, qui contient Ignacia, Kalium-Phos, Zincum, qui est Ignacia compositum. Un grand remède de fatigue et de dépression, d'ailleurs qu'on peut utiliser chez les petits-enfants nerveux, très physiologique. Et puis Quieta, qui est un grand remède d'angoisse et d'insomnie, qui contient donc l'Avena sativa, l'avoine, donc qui est très riche en zinc et qui va nourrir le tissu nerveux, Humulus, qui est sédatif, Passiflore, etc., et qui est aussi un grand remède très, très facile d'utilisation et surtout sans aucun effet secondaire. Voilà. Donc ça, vous pouvez traiter vos enfants avec, traiter même éventuellement votre conjoint avec, ça ira très très bien. Suivant. Alors, le système hormonal féminin, on a bien sûr, alors c'est intéressant de fournir à nos compagnes des cycles qui soient absolument physiologiques, et parce qu'elles sont très vite épuisées, d'abord par les pertes de sang, et puis par les conséquences douloureuses ou les conséquences métaboliques que ça va avoir. Alors, R28 pour les règles trop fortes et trop prolongées. Donc là, évidemment, on va l'associer au R7 et puis à la formule anti-anémique. Là aussi, on retrouve Ferrum-Phos. C'est Calais-Cornutum, qui est très intéressant, qui est un remède du groupe du plomb, qui a la propriété de ligaturer les fibres de l'utérus et donc de limiter les pertes sanguines. On va utiliser le R75 d'Olomensin pour les dysménorrhées, et en particulier les dysménorrhées de la jeune fille. Ça marche très bien. Vous avez bien sûr Magnésia Phos Cuprum, mais vous avez pour moi le grand remède des dysménorrhées qui est Viburnum opulus, la viande. Et donc ça, c'est vraiment une formule qui est de conseils téléphoniques et qui est extrêmement fidèle. Donc, vous pouvez l'utiliser les yeux fermés avec des résultats tout à fait remarquables. Et puis, très souvent, ces jeunes femmes anémiques, émotives, avec des règles abondantes et un fer ou une ferritine basse, elles vont développer après leurs règles ce qu'on appelle la migraine du troisième jour des règles, une migraine qui est rythmée par les règles, et donc un terrain migraineux qu'il sera intéressant de traiter parce que c'est très invalidant. Et le R16 est très intéressant à ce niveau-là, avec des remèdes de céphalée comme Gelsemium, comme Sanguinaria, et puis comme Spigelia aussi, qui est également un remède de troubles d'urine, car souvent ces migraines, ces hémicranies battantes s'accompagnent de palpitations et de différents autres handicaps. Voilà, le R16. Alors, ne pas oublier les fragilités systémiques, la circulation, l'hypertension artérielle, donc R79, les capsules pour le cœur, et puis ça plutôt chez les messieurs hypertendus. Hémovenin, donc ça c'est plus féminin comme traitement, donc c'est pour la fragilité vasculaire, les varices et les phlébites, en sachant que l'hiver, les bas de contention, c'est très bien. L'été, c'est un petit peu plus difficile, mais on a quand même un certain nombre de plantes et un certain nombre de produits qui vont éviter justement que les varices souffrent trop et qu'il y ait la complication extrêmement ennuyeuse qui est la phlébite. Au niveau du sang, on a Zincum métallito, qui est le remède de l'oxygénation tissulaire, R91, et le R44 pour les hypotensions, qui sont quand même assez rares, on en voit beaucoup moins maintenant.
c'est surtout donc souvent les jeunes gens qui sont justement avec des taux de fer assez bas et un foie en pas forcément très bon état. En vrai, ça marche bien. C'est pas compliqué à prendre, donc ça peut les aider. Et surtout, ça a un effet beaucoup plus durable que les hypertenseurs classiques. Suivante. Alors, souvent, ces gens-là, surtout à partir d'un certain âge, ils viennent avec des problèmes conjonctifs. On aura l'occasion d'en reparler dans des conférences ultérieures. Pour les os et les articulations, il y a un complexe qui marche très bien, qui est le R34, calcocin, qui est un remède donc, qui va nourrir vraiment la structure osseuse. Calcarea fluor avec des sels de Schussler en particulier, calcarea fluor qui est le grand sel de Schussler des tendons, calcarea phos, le phosphate de calcium qui est le grand sel de Schussler de l'os, silicea qui est le grand remède de la structure osseuse, puisque c'est elle qui va donner sa rigidité à la structure osseuse. Et donc, on va l'utiliser, bien sûr, dans le traitement de l'ostéoporose, avec toujours une petite plante qui va amener des phytohormones, et puis également dans les exostoses, les épines calcanéennes et les becs de perroquet. Alors, il faudra le prendre au long cours, mais ça a un effet justement de limitation du déplacement de la masse calcique de l'os sur le tendon. C'est ça l'exostose. Le rein, alors les reins, bien sûr, vont progressivement s'abîmer avec l'âge. Donc notre pool de glomérules va perdre nous allons le perdre progressivement avec l'âge, c'est bien malheureux, mais surtout, il faudra faire très attention à protéger le rein, parce que c'est un organe vital, comme le poumon, comme le cœur, et on va éviter au maximum la lithiase urinaire, en faisant bien sûr boire, mais en prenant un complexe qui est le R27, qui va justement éviter que les sels minéraux se déposent trop facilement dans les voies urinaires. Et puis également, on va se méfier de la protéinurie qui va signer en fait le fait que le filtre glomérulaire est percé et donc que ça annonce souvent une néphrite chronique. Et en particulier, donc, on va utiliser des remèdes qui sont très intéressants, en particulier Solidago, qui est la verge d'or, qui est une astéracée à l'effet diurétique et qui va protéger vraiment le rein et surtout la fonction glomérulaire. Voilà. Plombum a un effet beaucoup plus sur le tubule. Alors, votre patient arrive, vous l'avez préparé en principe, donc il est en pleine forme, mais il a quand même attrapé un méchant virus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut faire plein de choses, mais bien sûr, on va adapter notre thérapeutique à la symptomatologie et aux organes cibles. Alors, il y en a un quand même qui est très intéressant, qui est le R193, Echinacea compositum, qui contient 3 remèdes fondamentaux, belladone, qui est un remède de fièvre, avec transpiration, Echinacea, qui est une astéracée qui a la propriété d'augmenter spectaculairement les globules blancs neutrophiles. On gagne, avec vérification biologique tout à fait officielle, 4 jours d'échinacée, 40% de globules blancs plus. Donc, vraiment, c'est un grand remède qui va doper le système immunitaire. Et puis, Ferrum Phos, qui est un remède justement de stagnation, de phénomène de chaleur sur stagnation. Donc, ça va en particulier être très intéressant au niveau des maux de tête ou des lombalgies dans le stade précoce d'une infection. Ensuite, on pourra, derrière ce traitement de base, le R193, on va utiliser un complexe qui va cibler l'organe dont vous souffrez le plus. Alors, le grand anti-inflammatoire, en particulier au niveau de tout ce qui est ORL, c'est le R1, l'anginacide, très efficace dans tout ce qui est rhinopharyngite, angine, tout ce qui est ORL inflammatoire. Si c'est un petit peu plus bas, c'est-à-dire ça va toucher le larynx et les bronches souches, vous avez une toux rauque, vous avez du mal à déglutir, etc. Là, on va utiliser le R45, et surtout, il est très intéressant quand il y a perte de voix. Vous ne pouvez plus parler, donc le laryngine est vraiment
très bien. Et puis le R78, Euphrasia compositum, pour les conjonctivites. Voilà, ça, c'est attention. Oui, Euphrasia, on l'appelle aussi, c'est une plante qu'on appelle le casse-lunette, c'est une scrofulariacée, c'est-à-dire c'est une plante à polarité vasculaire et qui a la propriété de décongestionner l'œil. C'est assez spectaculaire comme effet d'ailleurs. Pour les bronches et les poumons, alors pour la grippe et l'inflammation des séreuses, le R6. Hein. Pour la toux, le R9, le Jucussin, hein, les toux en général et en particulier les toux coccluchoïdes. Et puis quand le phénomène est plus chronique, le R48, le pulmosol. Alors évidemment, tous ces remèdes peuvent s'additionner, mais personnellement, je n'en donne jamais plus de 3 ensemble. C'est déjà des complexes, il y a déjà plusieurs remèdes dedans. Et donc, en général, on en choisit un, parfois 2, rarement 3. On va en parler après dans les stratégies thérapeutiques, mais il faut bien les choisir. S'ils sont bien choisis, ils marchent tout de suite. Alors, c'est pas, on dit que l'homéopathie est lente, mais l'efficacité, elle se fait, je dirais, dans la demi-heure, des fois même encore plus rapidement. Et après, donc, il faut répéter la prise 3 fois par jour. La règle générale en homéopathie, c'est qu'il n'y a pas de posologie. C'est-à-dire que vous avez le droit de prendre le remède quand il y a les symptômes. Voilà, c'est la grande règle générale de posologie en homéopathie. Suivante. Alors, l'infection peut se manifester aussi sur les muqueuses urinaires, donc cystite. Alors là-dedans, vous avez Cantharis et Equisetum, hein, qui sont des grands remèdes de l'inflammation des voies urinaires. Berberis, Eupatorium sont des remèdes plus de microlithiase, etc. Donc là, on va couvrir quand même pas mal, en précisant c'est souvent des patientes que c'est important de bien boire. Hein, souvent, elles doivent passer. Et puis de réguler également la constipation, parce que le colibacille qui est sur les voies urinaires, il vient de quelque part, il vient souvent du gros intestin. Et puis, vous avez aussi les infections qui ont une porte de sortie digestive. Hein, et là, vous avez le R4, qui est le grand remède de la gastroentérite. Bactisia, Chininum, Colocynthis, Mercurius, tout ça, c'est des grands remèdes de gastroentérite. Surtout, ne pas prendre un paralysant digestif comme l'imodium. La gastroentérite est une façon que le corps a d'éliminer l'excès des toxines et l'inflammation. Donc, si vous paralysez, si vous bloquez la diarrhée en paralysant le système digestif, vous ajoutez à l'infection l'intoxication par les toxines corporelles qui ne peuvent plus s'évacuer. Donc, éventuellement, vous pouvez ajouter un petit peu d'argile blanche alimentaire hein, pour renforcer la flore de barrière. Et puis, l'entérocolin marche vraiment très, très bien pour tout ce qui est les gastroentérites. Suivante. Alors, on avait beaucoup de sarcodes, de stochnosodes, c'est-à-dire de remèdes d'agents infectants. Il semblerait qu'actuellement, il y ait des restrictions de Swissmedic, qui fait qu'on a beaucoup plus, enfin, il y en a moins qui soient disponibles. On en a quand même 2 qui persistent, entre autres pour l'herpès, hein, le R68, et puis, comme vermifuge, le R56. Bon, c'est quand même des infections qui sont extrêmement pénibles, surtout dans la forme génitale de l'herpès. Hein. Vous verrez, alors là, il ne faut pas vous inquiéter. Vous évitez de commencer le traitement en poussée. Hein, le R68, vous le commencez après la poussée et vous faites un traitement assez long. Et vous serez étonné de voir que les poussées, d'abord, sont beaucoup moins fortes quand elles reviennent et puis surtout qu'elles vont s'espacer régulièrement jusqu'à disparaître. Donc, il ne faut pas vous décourager, ça marche très bien, mais il faut être un petit peu attentive et prolonger le traitement. Filixmas, alors très intéressant chez les enfants vermineux. Ça contient bien sûr Sina, qui est le grand remède de l'excitation de l'enfant vermineux. Filixmas, c'est une fougère. Voilà, c'est une fougère. Plante primitive bien connue pour ses vertus anti-helminthiques. Voilà, alors on va prendre en compte, alors donc on espère que le patient va aller mieux au bout de quelques jours, hein, donc on va lui demander de se reposer, de manger légèrement, et puis il va présenter un certain nombre de symptômes
de convalescence. Et donc, il va falloir prendre en compte ces grands symptômes de convalescence, qu'on voit d'ailleurs assez souvent. C'est ce qu'on appelle maintenant les Covid longs, hein, qui sont en fait des gens qui n'ont pas été traités correctement. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le Doliprane, c'est quand même un agent hépatotoxique qui a des effets délétères sur notre immunité. Il ne faut pas prendre ça comme si c'était des bonbons. Donc, il va falloir s'occuper de ces patients. Alors, la fatigue et la convalescence, R26 avec phosphorique acide en particulier, hein, qui est un grand remède de la dépression et de l'épuisement après une infection. Sulfuriode et calcaréiode, en particulier sulfuriode, qui est un grand remède de l'engorgement lymphoïde. R57, les séquelles pulmonaires des toux et des phénomènes d'infection pulmonaire, avec en particulier phosphorus et silicea, qui sont quand même des grands remèdes de l'immunité pulmonaire et de la tuberculose d'ailleurs. Et puis le R58 pour les œdèmes quand il y a un problème cardio-rénal. Alors là, généralement, le problème cardio-rénal vient parce qu'il y avait une fragilité antérieure. En particulier, on a bien vu dans les infections Covid, tous les gens qu'on décompensait étaient des gens qui avaient des fragilités antérieures, soit sous forme de diabète, soit sous forme d'obésité, donc de diabète de type 2 et d'obésité, soit des cancers, soit des maladies d'insuffisance cardio-rénale. Voilà. Et donc là, c'est très important d'utiliser des remèdes tonicardiaques comme Adonis, comme Convalaria, comme Digitalis, pour essayer de compenser. Alors ça, c'est très facile de voir si votre malade en a besoin. Généralement, il a un œdème des membres inférieurs et puis là, il commence à avoir des troubles du rythme. Alors, même s'il a un traitement classique, vous pouvez quand même mettre le remède homéopathique qui agira de façon différente et qui souvent va soutenir l'effet du remède allopathique, qui lui-même a une toxicité, alors que le remède homéopathique n'en a pas. Donc, n'hésitez pas à l'ajouter au traitement classique à partir du moment où le traitement classique ne suffit plus. Alors, conseil d'un biopraticien, voilà, c'est l'avantage d'être doyen quand même, on a une petite expérience. Si vous hésitez à choisir entre tel ou tel complexe, regardez les unitaires qu'ils composent et comparez-en les symptômes avec le processus pathologique en cours. Ayez une matière médicale, à chaque fois que vous donnez un remède, n'hésitez pas à regarder sur quel type de fonction ce remède agit. C'est comme ça que vous allez apprendre la matière médicale et c'est comme ça que vous allez apprendre l'homéopathie. Et puis surtout, ne faites pas tout et n'importe quoi. Hein. Évitez de donner plus de 3 complexes à la fois. Et surtout, laissez le temps à l'organisme de réagir en observant leurs effets avant de changer la prescription. Si vous avez bien choisi les complexes, si vous avez bien choisi les remèdes, laissez 1, 2, 3 jours, alors observez ce qui se passe. Et même si des nouveaux symptômes apparaissent, ne sautez pas sur un changement de prescription. Souvent, c'est parce que le patient a une réactivité faible et que le remède va mettre un certain temps à agir. Donc, donnez-vous le temps de la réflexion et observez ce qui se passe. Voilà. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'il est important de s'attacher les mains derrière le dos et d'observer ce qui se passe. Et les nouveaux homéopathes, surtout en homéopathie complexiste, ils ont des résultats tellement épatants sans trop se creuser la tête. Ils sont fous de l'homéopathie complexiste, ils en donnent, ils en donnent, ils en donnent. Ils ont tendance à changer très très vite. Et moi, je leur dis, à partir du moment où vous avez choisi un traitement, attachez-vous les mains derrière le dos, observez ce qui se passe, et puis au bout de quelques jours, vous avez le droit éventuellement de changer de traitement, mais laissez le temps au premier traitement d'agir. Et puis la maladie, elle a son cours. Et souvent, dans les complexes, il y a des remèdes qui vont accompagner la guérison. Donc, laissez le temps au traitement d'agir. Suivante. Voilà, donc ça, c'est un petit clin d'œil. Voilà, des praticiens qui se cassent la tête pour prescrire. Ça, c'est plutôt un praticien de type Lux Vomica. Vous voyez. Suivante. Voilà, alors quel est l'avantage
d'utiliser l'homéopathie complexiste et en particulier les complexes de Reykjavik, eh bien, c'est une méthode qui est relativement facile à apprendre, très facile à obtenir en Suisse, hein, dans toutes les pharmacies, même s'ils ne les ont pas, ils les commandent, ils sont livrés quasiment dans la journée ou le lendemain au pire. Et beaucoup de ces remèdes, en plus, sont pris en charge par l'assurance de base ou par les assurances des médecines complémentaires. C'est des remèdes physiologiques, hein, donc peu d'effets secondaires ou pas d'effets secondaires nocifs en tout cas. Ce sont des bons adjuvants à d'autres thérapeutiques. Hein. Il ne faut pas croire que l'homéopathie va faire barrage ou va être inutile quand il y a une thérapeutique lourde. Souvent, c'est la petite poussée dans le bon sens qui va permettre à la thérapeutique allopathique d'agir beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement. Donc, pas d'effets secondaires nocifs et une acceptation élevée, car peu de produits et facilité des prises. Donc, également, le coût est modéré et c'est facile à prendre. On en trouve partout, donc ne vous en privez pas. C'est une très bonne façon, surtout pour les jeunes qui veulent débuter en homéopathie. Voir les résultats, ça encourage énormément. Et pour les vieux praticiens comme moi, qui commençons quand même à bien connaître la matière médicale et à bien connaître la physiopathologie, ben, je m'en sers encore énormément, et entre autres, en particulier dans ce que j'appelle la prescription téléphonique. C'est-à-dire, j'ai souvent pas bien le temps d'interroger de façon extrêmement poussée mes patients. Donc, je prescris un ou deux complexes par téléphone ou à la volée dans le couloir, et ça permet de faire passer une phase difficile et puis de les reprendre la semaine d'après tranquillement, la tête reposée, et d'approfondir le cas. Voilà. Voilà, donc vous avez une équipe de pharmaciens et de distributeurs homéopathiques qui est absolument magnifique. C'est l'équipe du Dr Robot. Alors, n'hésitez pas à aller voir leur site qui est absolument extra, hein, easyhomeo.suisse. Et puis, avec plein de petites fiches très, très utiles pour tous les types de pathologies, avec des complexes d'une fidélité d'action qui est remarquable. Un grand merci Jean-Yves. Donc juste une petite information. Donc Jean-Yves, tu t'en es pas rendu compte, mais on a plus à peu près une centaine de personnes en ligne et on a perdu ta connexion. Donc les gens n'ont malheureusement pas pu te voir parce qu'on a trop de monde sur la connexion. Donc ça, je voulais t'en informer, mais on s'en est rendu compte. C'est aussi pour ça qu'on a eu du retard, parce qu'on a vu que les gens se connectaient, la connexion de Jean-Yves était de moins en moins bonne. Alors navré pour ce petit couac. En tout cas, je crois que Jean-Yves a été clair. J'espère que vous l'avez bien entendu. Vous m'entendez, hein? Oui, je crois, hein. Donc, on a prévu de nouvelles formations au mois de janvier. La prochaine est prévue le mercredi 19 janvier. Ça sera sur le thème de la digestion. La suivante, ça sera le 23 mars, donc 2022, hein, l'année prochaine, pour les rhumatismes et la douleur, et le 15 juin sur la femme. On vous enverra un email. Vous pourrez obtenir le PowerPoint, on va vous le faire suivre. Il y avait 2-3 questions sur le chat. Une des premières questions, sauf erreur. Si Jean-Yves, tu m'entends, Jean-Yves? Oui, oui, très bien. Oui. Je suis en train de lire les questions. Voilà, il y a quelqu'un qui demandait par rapport au sarcode. Voilà, un sarcode, oui, il faut être dans les définitions. Donc, en homéopathie, si vous voulez, vous avez 4 types de remèdes. Hein. Vous avez les remèdes toxiques, comme par exemple le plomb, l'arsenic, le mercure, les venins de serpent, etc., qui servent à calmer les emballements immunitaires ou métaboliques. Vous avez les remèdes qui s'utilisent en dilution relativement haute. Vous avez les remèdes alimentaires qui servent à nourrir la structure, comme l'artichaut, la laitue, tout ce qu'on peut imaginer, hein, les chardons, etc. Et puis, qui s'utilisent en dilution plus basse. Et puis, vous avez les nosodes, qui sont des remèdes qui sont fabriqués à partir de tissus malades, hein, c'est-à-dire qui contiennent des antigènes de la maladie et des anticorps également de la réaction à la maladie. Par exemple, staphylococcinum, eh bien, c'est une dynamisation du pus d'un anthrax.
hein, d'un abcès furonculeux. Voilà. Et puis, vous avez également des remèdes qui sont des organothérapies qu'on appelle les sarcones, de sarc qui veut dire la chair, hein, et qui sont utilisés pour stimuler les cellules souches et donc pour relancer le système immunitaire et stimuler les cellules souches. Par exemple, vous avez vu dans les complexes, Thymi compositum, ben c'est un extrait de thymus, et donc ça va avoir un effet de tonifier et de lisser les réactions du système immunitaire. Voilà. Donc, je dirais aussi qu'il y a une quatrième catégorie de remèdes qui sont les remèdes qui sont les constituants physiologiques du corps, avec en particulier les sels de Schussler, qui peuvent être utilisés aussi bien en haute qu'en basse dilution pour nourrir et en haute justement pour calmer les emballements pathologiques. Alors, il y a encore. Est-ce que je pense que tu as été clair, Jean-Yves. Si jamais les choses n'ont pas été claires, n'hésitez pas à nous poser des questions plus précises sur le chat. Il y a encore une autre question concernant le psoriasis. Oui. Donc, par rapport à un enfant de 7 ans, est-ce qu'on est déjà en phase 4 ? Je te laisse par rapport aux phases de Dr. Requevec. Oui, alors, oui. Oui. Alors, dans le psoriasis, ça ne veut pas dire que c'est grave hein, d'être en phase 4. Hein, ça veut dire que les tissus sont secs, c'est tout. Hein. Alors, le psoriasis à 7 ans, c'est une pathologie qui est liée, comme toujours, c'est l'histoire de la clé et de la serrure. Hein. C'est la rencontre d'une fragilité tissulaire qui est souvent génétique. Souvent, d'ailleurs, il y a des psoriasis dans la lignée. Il y a le grand-père, l'oncle, etc., qui avait du psoriasis, hein, donc il y a une fragilité tissulaire, et puis il y a un certain nombre d'éléments qui ont révélé cette fragilité, d'éléments externes. Moi, par exemple, j'ai eu un psoriasis pendant longtemps, c'est un psoriasis qui est apparu à 11 ans quand on m'a fait mon rappel de vaccination antivariolique. Donc ça veut dire que j'avais un foie génétiquement fragile, et qu'en fait, il a pris un grand coup avec ma vaccination antivariolique, et donc il a fait sortir, c'est une manifestation sécheresse-chaleur au niveau de la peau, parce que mon foie n'allait pas bien. Voilà. Et donc, en fait, tous les traitements qui marchent sur le psoriasis sont tous des traitements du foie. Alors, c'est des grands remèdes comme l'Icopodium, comme Sepia, comme... Bon, c'est des grands, hein, Berberis, etc. C'est tous des remèdes qui vont agir sur le foie et qui vont nourrir ce que les médecins chinois appellent le vide de sang du foie. Voilà. En médecine chinoise, le psoriasis, c'est très joli, ça s'appelle la maladie de la squame argentée. Voilà, merci. Alors, on a encore une autre question par rapport à l'hyperférétine, donc l'excès de fer. Oui. Là, je te laisse répondre. Alors, c'est une maladie génétique hein, qui se révèle en principe à partir de la cinquantaine, qui s'appelle l'hémochromatose, qui est relativement fréquente en Suisse. Le problème, donc, le fer va se localiser dans le foie, donc ça va donner des pathologies de type hépatique, qui pourront même évoluer vers la cirrhose. Ça va se fixer sur le pancréas, ça va donner une tendance au diabète, et puis ça va surtout se fixer sur les articulations, avec une destruction progressive, précoce des articulations, qui amènera par exemple à être obligé de poser des protèges de hanche ou des protèges de genoux relativement tôt. Hein. Le traitement de l'hémochromatose, donc c'est une maladie génétique, donc on ne va pas vous changer vos gènes, mais on va veiller à ce que votre taux de fer ne soit pas trop haut. Donc le traitement le plus simple, c'est la saignée. Voilà, donc vous inscrivez au don du sang, et puis vous donnez votre sang régulièrement, et au bout de 50 dons, on vous donne une médaille de donneur de sang. Donc vous avez rendu service à vous et aux autres. Donc, comme l'a dit Jean-Yves, malheureusement, contre l'excès de fer, on n'arrive pas à l'éliminer, et malheureusement, il n'y a pas un remède spécifique. Il n'y a pas. Alors, ce qu'il faut faire, alors moi, ce que je conseille quand même, c'est toujours traiter le foie. Hein. Le foie, c'est quand même le grand réservoir du sang. Donc là, vous allez utiliser l'épagalène à tout va, et vous allez faire des cures d'épagalène régulières. De même, vous allez essayer de protéger votre cartilage, mais c'est difficile.
Donc, un remède de base pour nourrir les tissus en phase 4. Là, Alors les tissus en phase 4, la phase 4, c'est une sécheresse des tissus dont, alors, il y a un problème en médecine en général, et d'ailleurs pas qu'en médecine, c'est qu'on confond la cause et la manifestation. Alors, il y a un grand quiproquo médical, c'est que les naturopathes parlent sans arrêt d'acidose. Hein. Les médecins parlent d'acidose aussi, mais pour les médecins, quand ils parlent d'acidose, ça évoque l'acidose sanguine, et c'est des patients qui sont en réanimation parce qu'ils sont en insuffisance cardiaque, en insuffisance rénale ou en insuffisance respiratoire. Hein. Donc, vous êtes en réanimation CHU. Quand un naturopathe parle d'acidose, il s'agit d'une acidose tissulaire qui est liée à une sécheresse des tissus. Donc l'acidose tissulaire va donner des douleurs, va donner de la fatigue, de l'irritabilité, des fissures, va donner tout, et de l'arthrose. Hein. L'arthrose, c'est un phénomène de sécheresse tissulaire, hein, et qui va se manifester par de l'acidose qui va donner des poussées d'arthrite. Tout ça, c'est des phénomènes physiologiques. Et en fait, la cause réelle de tout ça, c'est que le système hormonal, et en particulier des hormones stéroïdiennes, qui est chargé de faire rentrer l'eau dans les tissus, est défaillant. Donc, vous avez l'hypophyse s'est mis en travers. Et l'hypophyse s'est mis en travers, pourquoi? Parce que l'hypothalamus qui est au-dessus ne va pas bien. Hein. Donc, c'est très souvent un problème au niveau du vécu, au niveau des stress qui se sont multipliés de tous ordres, des stress physiques, des stress immunitaires ou des stress psychologiques, qui fait qu'il y a un dérèglement hypothalamo-hypophysaire qui va se manifester par une sécheresse tissulaire et qui va donner des acidoses localisées avec une riche symptomatologie arthrosique, fissuraire, douloureuse, asthénique, etc. Voilà. Et entre autres, le développement d'intolérance alimentaire. Alors, la solution de cette sécheresse tissulaire, eh bien, c'est de remettre de l'eau dans les tissus. Comment fait-on? Essentiellement avec les sels de sodium. Hein. Les sels de Schussler marchent pas mal. Et puis surtout par les phytormones, c'est-à-dire de choisir une petite plante qui est riche en phytormones et de faire des cures. Moi, personnellement, je fais beaucoup de bilans nutrition santé. Et à partir du bilan nutrition santé, je choisis toujours une petite plante qui va remettre de l'eau dans les tissus et qui va lisser cette phase 4 et qui va faire que les gens n'en souffrent pas et des tissus suffisamment hydratés. Voilà. Et également, bien sûr, il faut calmer la calebasse. Il faut essayer dans ces temps de contraintes et de peur généralisées, il faut essayer de raison garder et puis de relativiser les choses et de se dire que la vie est belle et qu'avec avec une physiologie respectée, eh bien, on essaiera de rester tous en bonne santé. Merci Jean-Yves. Encore une question. Donc, il y avait une question sur le chat. On a répondu par rapport au R49 qui est pour le rhume, qui peut bien sûr être utilisé chez les enfants de tout âge. Une question qui est un peu hors du sujet, mais on va y répondre encore parce que je pense que c'est une des dernières questions. Donc, par rapport à la fibromyalgie, donc on donnera au mois de mars de l'année prochaine, ça sera un sujet qu'on va aborder, mais on va vous donner déjà quelques pistes. Donc pour la fibromyalgie, on a un nouveau médicament qui s'appelle Aranea Diadema Comp, qui est pour tout ce qui est douleur liée aux nerfs, tout ce qui est terrain inflammatoire. Là, dans votre question, il y avait également un surpoids. Donc c'est clair que s'il y a des douleurs osseuses ou musculaires liées à un surpoids, c'est bien aussi de faire quelque chose par rapport au surpoids. Et là, on a le médicament vésiculine, le numéro 59. Par rapport à la question sur l'hyperactivité, je ne pense pas que ça soit forcément en lien, mais on conseille le 54, manque de concentration. Donc là, c'est pour favoriser tout ce qui est l'oxygénation cérébrale. Et puis, on a des bons retours, on a des études qui sont en cours, des études observationnelles. On vous en parlera dans les prochains mois. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions.
donc pour la fibromyalgie, calmer tout ce qui est inflammation, acidose du terrain. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jean-Yves, par rapport à aux problématiques de la fibromyalgie. Alors, j'ai fait sur mon site médecineintégrée.com, j'ai un chapitre fibromyalgie où j'explique tout le mécanisme de la fibromyalgie. En fait, la fibromyalgie, c'est un syndrome tendinomusculaire douloureux qui est lié au départ à un vide de sang du foie, comme le psoriasis, et avec des causes qui sont liées aux reins ou aux poumons ou à la rate. Donc, c'est pour ça c'est pour ça que les classiques ont beaucoup de mal avec ça, parce qu'ils ont beaucoup de mal à identifier la cause. Mais de toute façon, il faut traiter le foie dans la fibromyalgie. Et donc, je vous conseille l'épagallène, qui est pour moi un des fondamentaux de la fibromyalgie. Merci, Jean-Yves. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette soirée. En tout cas, un grand merci à Jean-Yves pour sa présentation. Désolé pour le couac technique par rapport au fait qu'on a eu beaucoup de succès finalement. On était à un certain moment une centaine de personnes. Donc, c'est vrai que la connexion de Jean-Yves n'a pas tenu. Et c'est pour ça que j'ai été l'hôte et qu'on a dû un peu partager pour décharger un maximum la connexion de Jean-Yves pour que vous puissiez bien l'entendre. On vous enverra le lien pour revoir ce webinaire. En tout cas, j'espère que le son est bon, mais en tout cas, il a l'air d'être bon. Je ne sais pas si Sophie aimerait dire quelque chose pour conclure. Non, c'est tout bon. Ben, merci à tous d'avoir participé. Et puis, c'était très intéressant, docteur Jean-Yves Henry. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se réjouit déjà du 19 janvier. Voilà, un grand merci à lui. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous. Et puis, on se réjouit de vous voir l'année prochaine, le 19 janvier. Vous recevrez un mailing. Si vous avez besoin d'attestation pour les thérapeutes qui sont en ligne, on vous fait volontiers une attestation de cours, mais elle ne sera pas forcément reconnue par les différentes associations parce qu'on n'a pas demandé d'équivalence de points, mais on peut spécifier par une sorte d'attestation le contenu de la formation, sa durée, etc. Et je sais que pour ASCA et RME, c'est normalement suffisant. Voilà, en tout cas, une bonne soirée à tous. Un grand merci à Jean-Yves. Et puis, on se réjouit de vous voir au prochain webinaire le 19 janvier sur le thème de la digestion. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Sophie et merci à Michel. Au revoir. Au revoir. Et à Grégory, l'homme de l'ombre. Voilà, qu'on n'a pas vu et qui a fait un super boulot. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.